Ensuite, les remarquables, on passe à l'époque un peu plus moderne. Alors, l'encyclopédie, j'ai juste donné une idée de l'ampleur de l'emprise que ça a sur les étagères, parce que ça, ce sont les volumes de planches. Vous avez plusieurs éditions. Vous avez la très grande de D'Alembert et Diderot, donc grand in-folio, les planches aussi, avec les textes. Et là, c'est le début. C'est en corrélation, donc, le siècle des Lumières. On commence à répertorier un peu tout, l'avancée des sciences. Les planches sont formidables parce que ce soit au niveau des techniques, beaucoup de gens se réfèrent encore pour les outils anciens, les techniques de construction, d'assemblage, ou tout ce qui est artisanat. Ça reste une référence. Et on a une édition grand format, une édition de poche, on va dire, in quarto. Mais ça reste quand même un fleuron de tout fond patrimonial qui se respecte. Quoi, t'as pas l'encyclopédie, mais t'as gâché ta vie. La description de l'Égypte. Alors, la description de l'Égypte, c'est un monument que Jean-Luc a eu l'occasion de voir au tout début quand je faisais mes présentations. Donc, ceux qui l'ont vu savent à quel point c'est un monument au sens propre et figuré, hein, parce que pour porter les volumes, c'est énorme. Alors, ça a été donc retour expédition d'Égypte, Napoléon amène ses savants et toute son équipe. Une publication qui s'est échelonnée entre 1809 et 1818. Alors c'est amusant parce qu'au début, vous avez imprimerie nationale, après ça imprimerie royale, après ça imprimerie impériale, royale. Enfin, voilà. Vous suivez les vicissitudes, l'évolution politique au fil des éditions des planches, puisque c'est ça qui est bien aussi, c'est de voir que les variations politiques n'ont pas interrompu la publique. Non, enfin, c'est beau quand même, c'est une entreprise. On se dit que les bouleversements politiques n'ont pas interrompu l'édition scientifique. C'est ça qui est magnifique. Ça, ce sont les choses les plus connues que je déplace quasiment plus parce que c'est pas possible. Conservé ailleurs. Alors après, il y a des choses un peu plus étranges. Là, c'est le fonds 19e siècle. Alors, le fonds 19e siècle, il est intéressant, mais il n'est pas en bon état de conservation et je ne les déplace pas trop souvent. Mais là, on trouve une curiosité. Alors, c'est de l'abbé Boila. L'abbé Boila, c'est un des premiers écrivains sénégalais. Il était métis d'un père français et d'une mère signare. Alors, les signares, c'était les grandes dames du Sénégal qui naviguaient un petit peu entre le monde coloniales et elles étaient aussi souvent métisses, etc. Et c'était les grandes dames de l'époque. D'ailleurs, il y a toujours des signares au Sénégal qui se revendiquent de cet héritage, qui étaient des femmes très indépendantes. Et donc, il est né d'un père français et d'une mère signare. Il est parti en France pour devenir enseignant et il est devenu prêtre. Et il a séjourné à Saint-Louis. Donc, sa double origine fait que il a écrit sur le Sénégal, sur les coutumes, sur la culture. Vraiment, c'est très intéressant sur le plan ethnologique. Et donc, il a fait lui-même les dessins. Donc, vous voyez une signare, de très, très beaux dessins et portraits. Et en fait, il est considéré comme le premier écrivain sénégalais francophone, en fait, l'abbé Boila. Donc ça remonte à 1853. Et le fonds 19e, c'est ça qui fait son intérêt. Il y a énormément de récits d'exploration. Des choses, mais 18e aussi, on a beaucoup de récits de voyage. Tout le 19e, c'est toute l'Afrique qui reste qui est explorée. Des choses, l'Amérique latine. Enfin, c'est au moment où on finit de détailler les cartes du monde. Une autre curiosité. Alors ça, c'était au début. En fait, j'ai mis 20 ans à identifier comme quoi c'est un travail de longue haleine. Au début, c'était marqué, la provenance, en fait, l'affiche disait sobrement « Coran pris sur le champ de bataille de Disly, offert à la bibliothèque d'Agen par M. Émile Laboubé, officier au 1er régiment des chasseurs d'Afrique le 14 août 1844. » Et donc, c'est longtemps resté Coran, parce que vous voyez, le texte de base, comme les Bibles autrefois polyglottes, hein, vous aviez le texte de la Bible et tout autour, vous aviez les gloses et les commentaires. Ben, eux, ils ont fait pareil, surtout le pourtour.
Donc, une très belle mise en page sur un papier très blanc satiné, très propre aux productions orientales. Un travail du papier très spécifique qui donne un beau papier brillant, satiné. C'est très beau à voir. Et donc, en fait, il y a quelques années, un auteur marocain m'a envoyé un mail me disant, mais votre ouvrage, il m'intéresse, envoyez-moi des copies. Et donc, en fait, il travaillait sur une grande famille marocaine, donc qui avait fondé des écoles coraniques. Et donc, l'auteur s'avère être Mohamed Al-Mourabit El-Dilay. Et en fait, c'est un recueil de khutbah. Ce sont comme un recueil de sermons, de prêches pour le vendredi. Donc, le vendredi qui est comme les sermons du dimanche chez nous, hein, le jour de la grande prière. Voilà, donc 20 ans après, j'ai enfin réussi à mettre une notice un peu plus détaillée sur quelque chose qui était à la base un Coran. Bon, ils ont vu un truc écrit en arabe, donc c'était un Coran. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment du travail au long cours et puis un travail de réseau, puisqu'après, M. Lagdar, avec qui j'ai correspondu, m'a envoyé son livre, puisqu'il avait écrit sur la famille, et puis donc, où étaient les photos de cet ouvrage. Voilà. Un très grand beau livre aussi, qui a été un fleuron qui est intéressant sur le plan historique, puisque ce sont les voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France. Donc pareil, grosse entreprise éditoriale entre 1820 et 1878, donc sous la direction de Charles Naudier. Charles Naudier, Isidore Taylor dit le baron Taylor. Et c'est le moment où on découvre que le patrimoine est en train de se déglinguer. C'est la période post-révolutionnaire, beaucoup de monuments, châteaux, etc. sont restés en déshérence, les églises pareilles, où les monuments devenaient carrières de pierre. Et c'est l'époque aussi où Prosper Mérimée se penche sur le sort du patrimoine français. Naudier lui emboîte le pas. Et donc, tout ce petit monde a fait le tour de France. Donc, il y a énormément de 24 volumes énormes, in folio, avec une très belle mise en page de gravure. Et vous avez des planches magnifiques où on dit, voilà, en gros, il commence à dire le patrimoine est en train de péricliter. C'est l'époque où les Américains achètent des monuments par cloître entier. Vous avez les Cloisters à New York, je crois. Vous avez le cloître de Saint-André de Cubzac, etc., qui atterrit là-bas. Et donc, c'est, vous voyez, des planches magnifiques, mais pas que des monuments. Bon, on cherche bien la vue pittoresque, hein, vous avez Cahors, etc., mais aussi des fragments de sarcophages et des bouts de chapiteaux, de choses comme ça. C'est très, très documenté. Vous avez, alors là, pour le fun, le cloître de Moissac dans l'état. Donc, dans un coin, vous avez le plafond qui se casse la figure. Il y en a une vue, je crois que dans un coin, il y a des moutons avec les tas de fumier, le berger au milieu, enfin, la jungle au milieu du cloître. Donc, vous voyez, ça donne une idée de l'état du patrimoine à cette époque-là. Donc, c'est à la fois un peu la continuation, vous saviez, à l'époque romantique, on faisait des vues de ruines, Hubert Robert, etc. Des choses avec des bergers au milieu, les ruines, c'était très beau, mais bon, ça se casse quand même la figure. Il y a la même chose pour l'Italie. Et donc là, vous voyez l'état du patrimoine. Les récits de voyage, oui. Voilà, donc en vitesse, récits de voyage, les voyages de Cook. On a tous les voyages de Cook, la Pérouse, avec des choses très documentées et très ethnographiques. Hein. Là, on est vraiment dans le scientifique. On documente, on fait de très beaux portraits, de très belles vues, la flotte de Tahiti, par exemple, l'île de Pâques. Donc, les monuments, on aperçoit les moailles qui ressemblent à un squelette pour faire joli dessus. Hein, oui, tout à fait. Curiosité, la rivière, donc un médecin qui est parti au 19e siècle, expédition de Chine, et qui s'intéressait beaucoup aux médecines locales. Donc, il a ramené un très beau traité d'acupuncture médicale. Il a noté lui-même, d'ailleurs, avec les petits mots sont de lui, annotés en latin, bien sûr, mais il a vraiment dépioté le manuel sur papier de riz, avec une reliure. Alors, le Blaeu, ça c'est ma perle rare aussi. Un très grand volume in folio, donc avec une reliure qui vient du couvent des Capucins de Paris. Ne me demandez pas pourquoi il a atterri des Capucins ici, je ne sais pas.
avec écrit le détail, cet ouvrage ne doit point sortir de la bibliothèque. C'est imprimé sur la reliure. Donc, c'est un grand in-folio comme ça. Voilà. Et c'est un atlas. Alors, les Blaeu, c'est une grosse dynastie de cartographes et de producteurs de globes. Ils ont fait des globes terrestres aussi, hollandais. Donc, à cette époque, en 1638, c'était la Rolls des atlas géographiques. Donc, c'est une merveille. Des cartes, à la même, parce qu'il y avait des ateliers. Blaeu se contentait d'imprimer les cartes. Et un atelier, les Hollandais étaient très forts, ils avaient des ateliers uniquement pour peindre les cartes. D'ailleurs, vous voyez les tableaux de Vermeer, etc. Vous voyez toujours une carte, c'était vraiment des grands fans, pour la Compagnie des Indes en plus. Voilà. Donc, un très grand détail, vous avez des animaux pour meubler l'Afrique, des éléphants. Toujours le cartouche, enfin, les armes du pays concerné. Là, vous avez l'Albret, la région, on aperçoit base. C'est très détaillé sur des planches comme ça. Vous pouvez aller avec la loupe, c'est formidable. Je le ressortirai pour les journées du patrimoine, je pense. Mais il est formidable. Vous aviez tout, les évêchés, les machins, le moindre patelin, tout y est. Vous avez les roses des vents, enfin les mesures sont toutes reportées avec des personnages. Là, c'est l'Islande, avec ses volcans. De très beaux angles peints avec des camaïeux de couleurs, vraiment un bel ouvrage de peinture. C'est géographique et c'est artistique. Voyez, avec les mesures, hein, les échelles et tout. Voilà. Une curiosité, les antiquités mexicaines, 1834-1836, où on explorait vraiment aussi l'Amérique centrale, avec un détail aussi, on essayait de retranscrire un peu comme la description de l'Égypte, même problématique, très détaillé. Les locaux, les papillotes de jasmin quand même, je me suis dit. Donc un exemplaire de 1842, alors rectifié et annoté par Jasmin. Donc très annoté, hein, donc l'imprimé annoté par notre Jasmin. Boudon de Saint-Amand. La Flore à Genèse, bon, j'ai peu de vues à vous montrer parce que c'est vraiment le manuscrit de travail. Mais bon, on voit qu'il s'est intéressé à Flore à Genèse, les lichens, les plus petits machins. Voilà, ça c'est pour conclure. Voilà, vous avez eu un survol, un florilège. Je me suis arrêtée là parce que sinon, il y en a bien plus encore. C'est des choses qui restent à découvrir.